Baruch Spinoza, le génie qui a découvert le pouvoir de l'esprit, 250 ans avant Freud. Imaginez un instant que vous découvriez aujourd'hui un manuscrit secret, caché pendant des siècles, qui révèle tous les mystères de votre esprit. Un texte qui explique pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous agissez parfois contre votre volonté. Et surtout, comment prendre le contrôle total de votre mental? Et si je vous disais que ce manuscrit existe réellement, qu'il a été écrit en 1677 par un homme que l'histoire a voulu oublier? Un homme si dangereux pour les autorités religieuses qu'on l'a banni, excommunié, effacé des livres d'histoire. Si vous aimez les histoires inspirantes de génies méconnus qui ont changé le monde en secret, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et ça change vraiment tout pour la portée de la vidéo. Mais revenons à notre mystère. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et voici ce qui va vous stupéfier. Tout ce que Sigmund Freud a découvert sur l'inconscient, les émotions refoulées, les pulsions cachées, Spinoza l'avait déjà cartographié avec une précision chirurgicale 2 siècles et demi plus tôt. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi l'Église et la synagogue ont tout fait pour enterrer ce génie? Pourquoi ces idées étaient si révolutionnaires qu'elles terrifiaient les plus puissants de son époque? Et surtout, comment ces découvertes peuvent encore aujourd'hui transformer votre rapport à votre propre esprit? Le rebelle qui a défié 2 mondes, Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la pénombre de la synagogue portugaise, les anciens se préparent à prononcer l'une des sentences les plus terrifiantes de l'histoire religieuse. Face à eux, un jeune homme de 23 ans, aux yeux noirs perçants, attend son destin. Son crime, avoir osé penser différemment. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le paria le plus célèbre du XVIIe siècle? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades réfugiés à Amsterdam, Bento de Spinoza, c'est son nom de naissance, grandit dans l'un des quartiers les plus cosmopolites d'Europe. Ses parents, Michael et Hannah, avaient fui l'Inquisition espagnole pour s'installer dans cette ville hollandaise qui offrait une liberté religieuse unique à l'époque. Le petit Bento était un prodige. À l'école hébraïque, il dévorait les textes sacrés avec une intelligence qui impressionnait ses maîtres. Talmud, Torah, commentaires de Maïmonide, rien ne lui résistait. Mais très vite, une question le taraudait. Pourquoi accepter aveuglément ce qui est écrit? Pourquoi ne pas examiner ces textes avec la même rigueur qu'un mathématicien examine un théorème? Cette curiosité intellectuelle insatiable allait sceller son destin, car pendant que ses camarades récitaient docilement les prières, Spinoza lisait en secret Descartes, découvrait Galilée, s'initiait aux mathématiques d'Euclide. Il apprenait le latin avec un ancien jésuite, Franz van den Enden, qui lui ouvrait les portes de la philosophie antique et moderne. Pouvez-vous imaginer l'effet que ces lectures avaient sur un esprit aussi affûté que le sien? Soudain, l'univers n'était plus cette création divine figée décrite dans la Genèse, mais un système mécanique régi par des lois naturelles. L'homme n'était plus ce être privilégié créé à l'image de Dieu, mais une partie intégrante de la nature, soumise aux mêmes forces que les planètes et les animaux. Mais le jeune Spinoza ne se contentait pas de remettre en question la cosmologie traditionnelle. Il s'attaquait au cœur même de la religion, l'idée d'un Dieu personnel, créateur et juge, qui récompense les bons et punit les méchants. Pour lui, cette vision était non seulement fausse, mais dangereuse. Elle maintenait l'humanité dans la peur et l'ignorance. Alors, que proposait-il à la place? Une vision révolutionnaire qui allait faire trembler tous les fondements de son époque. Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'était la même chose. Il n'y avait pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre, mais une seule et même réalité infinie, éternelle, parfaite. Cette substance unique se manifestait sous 2 attributs que nous connaissions, l'étendue physique et la pensée.
Comprenez-vous les implications bouleversantes de cette idée? Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de miracle. Tout obéit aux lois naturelles, y compris ce que nous appelons l'âme humaine. Les prophéties, des intuitions d'hommes particulièrement sensibles, les commandements divins, des règles créées par des sociétés pour maintenir l'ordre social. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il osait affirmer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, écrites à des époques différentes, par des hommes différents, avec leurs préjugés et leurs limitations. Analyser la Bible avec les outils de la critique historique, quelle hérésie pour l'époque! Le jeune philosophe ne gardait pas ses idées révolutionnaires pour lui. Dans les cafés d'Amsterdam, lors de discussions avec d'autres intellectuels, il exposait sa vision avec une logique implacable. Comment les dirigeants de la communauté juive auraient-ils pu tolérer de tels propos de la part de l'un des leurs? Car il faut comprendre le contexte particulier des Juifs d'Amsterdam. Ils jouissaient d'une liberté exceptionnelle, mais cette liberté restait fragile. Un scandale, une accusation d'hérésie, et ils risquaient de perdre leur statut privilégié. Les autorités chrétiennes hollandaises toléraient la présence juive tant que cette communauté restait discrète et respectait les convenances religieuses. Or, voilà que Spinoza menaçait cet équilibre délicat. Ses idées, si elles se répandaient, pouvaient compromettre la position de toute la communauté. Les anciens tentèrent d'abord la discussion, puis les menaces, enfin les pots de vin. Ils lui proposèrent même une rente annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, s'il acceptait de se taire. Mais comment acheter le silence d'un homme pour qui la vérité était plus précieuse que l'or? Spinoza refusa net. Pire encore, il continua à développer ses théories, allant jusqu'à rédiger un traité sur Dieu qui scandalisa ses contemporains. Le 27 juillet 1656, la patience des dirigeants communautaires atteignit ses limites. Dans la grande synagogue d'Amsterdam, devant une assemblée solennelle, ils prononcèrent le hérem le plus sévère de l'histoire juive moderne. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Le texte continue pendant plusieurs paragraphes, interdisant à quiconque de parler à Spinoza, de l'approcher, de lire ses écrits ou même de lui rendre le moindre service. À 23 ans, le jeune homme se retrouvait totalement coupé de sa famille, de ses amis, de sa communauté. Mais savez-vous ce qui est fascinant? Cette excommunication, loin de briser Spinoza, l'a libéré. Débarrassé des contraintes sociales et religieuses, il pouvait enfin développer sa philosophie sans entrave. Il changea son prénom hébraïque Baruch en latin Bénédicte, puis adopta définitivement Baruch quand il se mit à signer ses lettres. Où pouvait-il aller? Que pouvait-il faire pour survivre? Car contrairement à Descartes, qui bénéficiait de revenus familiaux, ou à Leibniz qui jouissait de protection princière, Spinoza devait gagner sa vie avec ses mains. Il se tourna vers un métier qui allait devenir symbolique de sa philosophie. Polisseur de lentilles optiques. Quel choix métaphorique parfait. Lui qui voulait polir les concepts pour clarifier la pensée humaine, allait littéralement polir des verres pour améliorer la vision physique. Dans son petit atelier de Regensburg, puis plus tard à Voorburg et enfin à La Haye, Spinoza façonnait des lentilles d'une qualité exceptionnelle. Ces instruments optiques étaient si précis qu'ils étaient recherchés par les savants de toute l'Europe, y compris par Huygens et Leeuwenhoek. Mais cette activité artisanale n'était qu'un gagne-pain. Le véritable travail de Spinoza se déroulait dans le secret de son bureau, où il rédigeait l'œuvre qui allait révolutionner la compréhension de l'esprit humain. Comment un homme exclu de sa communauté, obligé de gagner sa vie manuellement, allait-il produire l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de l'histoire? Et surtout, comment allait-il découvrir les mécanismes secrets de notre psyché avec 2 siècles et demi d'avance sur la psychanalyse? L'anatomie secrète de l'esprit humain. Dans la solitude de son cabinet de travail, Spinoza s'attaquait aux plus grands mystères de son époque.
comment fonctionne réellement l'esprit humain. Mais attention, il n'abordait pas cette question comme un théologien ou un moraliste traditionnel. Non, Spinoza voulait appliquer à l'âme humaine la même rigueur mathématique qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Imaginez un instant l'audace de cette approche. Pendant que ses contemporains expliquaient les passions humaines par l'influence des démons ou la volonté divine, Spinoza osait affirmer « Les émotions suivent des lois aussi précises que celles qui régissent la chute des corps ». Mais comment était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout avait commencé par une observation troublante. En étudiant ses propres réactions et celles de ses semblables, Spinoza avait remarqué quelque chose d'étonnant. La plupart de nos actions ne sont pas vraiment nôtres. Nous croyons choisir, décider, agir librement. Mais en réalité, nous sommes constamment poussés par des forces que nous ne comprenons pas. Tenez, pensez à votre dernière colère. Avez-vous vraiment décidé de vous mettre en colère? Ou bien cette émotion s'est-elle imposée à vous, vous submergeant, avant même que vous puissiez la contrôler? Et une fois la colère passée, n'avez-vous pas été surpris par l'intensité de votre réaction, comme si ce n'était pas vraiment vous qui aviez agi? C'est exactement cette observation que Spinoza analysait avec une précision chirurgicale. Pour lui, la plupart du temps, nous ne sommes pas les acteurs de notre vie, mais les spectateurs passifs de mécanismes qui nous dépassent. Il appelait cet état passion, non pas au sens d'émotion intense, mais au sens étymologique. Nous pâtissons, nous subissons. Mais alors, d'où viennent ces forces mystérieuses qui nous gouvernent à notre insu? Spinoza avait identifié le mécanisme fondamental. Chaque être vivant possède ce qu'il appelait un conatus, un effort, une tendance naturelle à persévérer dans son être. Ce n'était pas une décision consciente, mais un dynamisme automatique, aussi naturel que la gravité qui attire les objets vers le sol. Chez l'homme, ce conatus se manifeste sous forme de désirs multiples et souvent contradictoires. Désir de survie, bien sûr, mais aussi désir de reconnaissance, de plaisir, de pouvoir, d'amour. Et voici le point crucial. La plupart de ces désirs opèrent en dessous du seuil de la conscience. Réfléchissez un instant à vos propres motivations. Pourquoi avez-vous choisi votre métier, votre partenaire, vos loisirs? Si vous grattez sous les explications rationnelles que vous vous donnez, ne découvrez-vous pas des pulsions plus profondes, des besoins que vous n'osez pas toujours vous avouer? Spinoza avait compris que notre conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg mental. En dessous, tout un monde d'impulsions, de souvenirs refoulés, d'associations automatiques détermine nos choix sans que nous en sachions rien. Il écrivait « Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et qu'ils ignorent les causes qui les disposent à vouloir et à appéter. » Vous rendez-vous compte de la portée révolutionnaire de cette phrase? 2 siècles et demi avant Freud, Spinoza décrivait déjà l'illusion de la liberté consciente. Il expliquait que nous nous croyons libres uniquement parce que nous ignorons les véritables causes de nos actions. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ce constat démoralisant. Il voulait comprendre précisément comment ces mécanismes inconscients fonctionnent. Et c'est là qu'il fit sa découverte la plus géniale, celle qui anticipait de 3 siècles les travaux de la neuropsychologie moderne. Pour Spinoza, l'esprit humain fonctionne par association d'idées. Une idée en évoque automatiquement d'autres, qui en évoquent d'autres, dans une chaîne infinie de connexions. Mais attention, ces associations ne sont pas rationnelles. Elles suivent des logiques émotionnelles, des ressemblances superficielles, des contiguïtés temporelles. Par exemple, si vous avez vécu une expérience traumatisante dans un lieu particulier, il suffit d'un détail, une odeur, un son, une couleur, pour que toute la charge émotionnelle de ce trauma ressurgisse instantanément. Votre esprit rationnel sait bien que le danger est passé. Mais votre système émotionnel réagit comme si la menace était toujours présente. Spinoza appelait ce phénomène « imitation des affects ». Notre esprit imite automatiquement les émotions qu'il a déjà ressenties dès qu'un élément du contexte se répète.
C'est pourquoi nous reproduisons souvent les mêmes schémas relationnels, les mêmes erreurs, les mêmes réactions émotionnelles, même quand nous voudrions faire autrement. Mais voici ce qui rendait Spinoza vraiment révolutionnaire. Il ne se contentait pas de décrire ces mécanismes. Il voulait comprendre comment nous pourrions en reprendre le contrôle. Et sa réponse était d'une simplicité géniale. Par la connaissance. Une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte, écrivait-il. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la simple prise de conscience du mécanisme émotionnel suffit à en réduire l'emprise. Quand vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, quand vous identifiez les associations automatiques qui déclenchent vos émotions, ces émotions perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. N'est-ce pas exactement ce que fait la psychothérapie moderne? Le patient explore ses schémas inconscients, identifie les traumas et les conditionnements qui gouvernent ses réactions, et progressivement, cette prise de conscience lui permet de s'en libérer. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il avait découvert que nous pouvons non seulement identifier nos mécanismes émotionnels, mais aussi les transformer délibérément. Comment? En cultivant consciemment de nouvelles associations d'idées plus positives et plus rationnelles. Il prenait l'exemple de la colère. Quelqu'un vous offense, et automatiquement, votre esprit associe cette personne à l'idée d'ennemi, ce qui déclenche des émotions de haine et des désirs de vengeance. Mais si vous comprenez que cette offense vient probablement de la souffrance ou de l'ignorance de cette personne, votre esprit peut associer cette même personne à l'idée de quelqu'un qui a besoin d'aide plutôt que de punition. Et automatiquement, vos émotions changent. Cette technique de recadrage cognitif, les thérapeutes modernes l'utilisent quotidiennement. Mais ils ignorent souvent qu'elle a été formalisée par un polisseur de lentilles hollandais il y a plus de 3 siècles. La carte secrète des émotions humaines. Mais Spinoza ne se contentait pas de théories générales sur le fonctionnement de l'esprit. En véritable scientifique, il voulait dresser une cartographie complète des émotions humaines. Et ce qu'il découvrit va vous stupéfier par sa modernité et sa précision. D'abord, il identifia 3 émotions primaires, à partir desquelles toutes les autres se développent. La joie, la tristesse et le désir. Remarquez comme cette classification est différente de tout ce qu'on enseignait à son époque. Pas de liste morale entre bonnes et mauvaises émotions. Pas de jugement religieux, mais une analyse purement descriptive de ce qui se passe réellement dans notre psyché. La joie, selon Spinoza, c'est l'émotion que nous ressentons quand notre puissance d'agir augmente. Vous venez de réussir un examen difficile? Vous vous sentez joyeux parce que vous avez le sentiment d'être plus capable, plus puissant qu'avant. Vous tombez amoureux? Votre joie vient du fait que cette relation augmente vos possibilités d'épanouissement. La tristesse, à l'inverse, c'est ce que nous éprouvons quand notre puissance d'agir diminue. Un échec professionnel nous attriste parce qu'il nous donne l'impression d'être moins compétents. Une rupture amoureuse nous plonge dans la mélancolie parce qu'elle réduit nos horizons affectifs. Quant au désir, c'est la force même de notre conatus, cette tendance fondamentale à persévérer et à nous développer. Le désir n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement la manifestation de notre vitalité. Mais voici où Spinoza devient génial. Il montre comment ces 3 émotions primaires se combinent pour produire toute la palette des sentiments humains. L'espoir, c'est de la joie mélangée à l'idée d'un bien futur, mais avec une part d'incertitude qui crée de l'anxiété. La peur, c'est de la tristesse associée à l'idée d'un mal à venir. L'amour, c'est de la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, de la tristesse avec l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez la logique implacable de cette analyse? Spinoza décompose chaque émotion complexe en éléments simples, exactement comme un chimiste analyse un composé en identifiant ses atomes constituants. Prenons un exemple concret pour voir la puissance de cette méthode. Vous éprouvez de la jalousie. Comment Spinoza analyserait-il cette émotion? D'abord, il identifierait les composants. Il y a de la tristesse. Votre puissance d'agir diminue face à la menace de perdre l'être aimé. Il y a de la haine, dirigée vers le rival supposé. Il y a du désir de récupérer l'exclusivité de l'amour. Et il y a de la peur, de l'abandon. Mais il y a aussi, plus subtilement, de l'amour-propre blessé et un sentiment d'injustice. Une fois cette analyse faite, que se passe-t-il?
Eh bien, la jalousie perd une grande partie de son mystère et donc de son emprise. Au lieu d'être submergé par cette émotion incompréhensible et destructrice, vous la voyez pour ce qu'elle est, un mélange complexe mais explicable de réactions plus simples. Et surtout, vous pouvez commencer à agir sur chaque composant séparément. Vous pouvez travailler sur votre peur de l'abandon en renforçant votre confiance en vous. Vous pouvez diminuer votre haine du rival en comprenant qu'il n'est pas responsable de votre souffrance. Vous pouvez transformer votre tristesse en joie en réalisant que l'amour véritable ne peut pas être possédé. N'est-ce pas exactement la démarche de la thérapie cognitivo-comportementale moderne ? Décomposer les émotions complexes, identifier les pensées automatiques qui les alimentent et les remplacer par des cognitions plus rationnelles et constructives. Mais Spinoza avait découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire, le caractère contagieux des émotions. Il avait observé que nous imitons automatiquement les affects de nos semblables. Vous entrez dans une pièce où règne une ambiance joyeuse et sans même vous en rendre compte, votre humeur s'améliore. Vous côtoyez des personnes anxieuses et progressivement, l'anxiété vous gagne aussi. Ce phénomène que les psychologues modernes appellent contagion émotionnelle et qu'ils attribuent aux neurones miroirs, Spinoza l'avait déjà parfaitement décrit au XVIIe siècle. Il expliquait que notre esprit, par nature, tend à reproduire les états qu'il perçoit chez autrui. Imaginez les implications pratiques de cette découverte. Si les émotions sont contagieuses, alors l'environnement humain dans lequel nous évoluons détermine en grande partie notre état psychologique. Vous voulez être plus heureux ? Fréquentez des gens joyeux. Vous voulez développer votre confiance en vous ? Entourez-vous de personnes qui croient en vos capacités. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces conseils de bon sens. Il avait identifié un mécanisme encore plus subtil. Nous tendons à aimer ce qui nous ressemble et à détester ce qui nous est différent, non pas par choix conscient, mais par un automatisme psychologique profond. Pourquoi ? Parce que ce qui nous ressemble renforce notre sentiment d'exister, tandis que ce qui nous contredit semble menacer notre identité. C'est pourquoi nous avons naturellement tendance à nous regrouper avec nos semblables et à nous méfier des autres. Cette observation, faite il y a plus de 3 siècles, n'éclaire-t-elle pas d'un jour nouveau nos conflits contemporains ? Nos polarisations politiques, nos tensions communautaires, nos guerres idéologiques, tout cela ne serait-il pas l'expression de ce mécanisme psychologique fondamental que Spinoza avait déjà identifié ? Mais voici ce qui rend Spinoza vraiment extraordinaire. Il ne se contentait pas de constater ces mécanismes, il cherchait les moyens de les dépasser. Et sa solution était d'une audace révolutionnaire. Pour lui, la seule façon de sortir de ces automatismes émotionnels, c'était de développer ce qu'il appelait la connaissance intuitive. Cette connaissance ne passait pas par le raisonnement logique, mais par une saisie directe et immédiate de la nature profonde des choses. Quand vous comprenez vraiment, pas seulement intellectuellement, mais avec tout votre être, que vous et vos semblables participez de la même réalité fondamentale, que vos différences ne sont que superficielles, que vos conflits naissent de malentendus et d'ignorance. Alors quelque chose de miraculeux se produit. Vos émotions négatives se transforment spontanément en compréhension et en compassion. Cette transformation, Spinoza l'avait expérimentée lui-même. Excommunié, rejeté, parfois menacé, il avait réussi à ne nourrir aucune amertume envers ses persécuteurs. Au contraire, il les plaignait de rester prisonniers de leur peur et de leur superstition. Comment un homme peut-il atteindre une telle sérénité face à l'hostilité ? Comment peut-il transformer la souffrance en sagesse, l'exclusion en liberté intérieure ? Et surtout, comment ces découvertes sur les émotions l'ont-elles mené à une révélation encore plus stupéfiante sur la relation entre l'esprit et le corps ? Baruch Spinoza, le génie qui a découvert le pouvoir de l'esprit 250 ans avant Freud. Imaginez un instant que vous découvriez aujourd'hui un manuscrit secret caché pendant des siècles, qui révèle tous les mystères de votre esprit. Un texte qui explique pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous agissez parfois contre votre volonté, et surtout, comment prendre le contrôle total de votre mental. Et si je vous disais que ce manuscrit existe réellement, qu'il a été écrit en 1677 par un homme que l'histoire a voulu oublier, un homme si dangereux pour les autorités religieuses qu'on l'a banni, excommunié,
effacées des livres d'histoire. Si vous aimez les histoires inspirantes de génies méconnus qui ont changé le monde en secret, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et ça change vraiment tout pour la portée de la vidéo. Mais revenons à notre mystère. Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et voici ce qui va vous stupéfier. Tout ce que Sigmund Freud a découvert sur l'inconscient, les émotions refoulées, les pulsions cachées, Spinoza l'avait déjà cartographié avec une précision chirurgicale 2 siècles et demi plus tôt. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi l'Église et la synagogue ont tout fait pour enterrer ce génie? Pourquoi ces idées étaient si révolutionnaires qu'elles terrifiaient les plus puissants de son époque? Et surtout, comment ces découvertes peuvent encore aujourd'hui transformer votre rapport à votre propre esprit? Le rebelle qui a défié 2 mondes, Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la pénombre de la synagogue portugaise, les anciens se préparent à prononcer l'une des sentences les plus terrifiantes de l'histoire religieuse. Face à eux, un jeune homme de 23 ans, aux yeux noirs perçants, attend son destin. Son crime, avoir osé penser différemment. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le paria le plus célèbre du XVIIe siècle? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades réfugiés à Amsterdam, Bento de Spinoza, c'est son nom de naissance, grandit dans l'un des quartiers les plus cosmopolites d'Europe. Ses parents, Michael et Hannah, avaient fui l'Inquisition espagnole pour s'installer dans cette ville hollandaise qui offrait une liberté religieuse unique à l'époque. Le petit Bento était un prodige. À l'école hébraïque, il dévorait les textes sacrés avec une intelligence qui impressionnait ses maîtres. Talmud, Torah, commentaires de Maïmonide, rien ne lui résistait. Mais très vite, une question le taraudait. Pourquoi accepter aveuglément ce qui est écrit? Pourquoi ne pas examiner ces textes avec la même rigueur qu'un mathématicien examine un théorème? Cette curiosité intellectuelle insatiable allait sceller son destin, car pendant que ses camarades récitaient docilement les prières, Spinoza lisait en secret Descartes, découvrait Galilée, s'initiait aux mathématiques d'Euclide. Il apprenait le latin avec un ancien jésuite, Franz van den Enden, qui lui ouvrait les portes de la philosophie antique et moderne. Pouvez-vous imaginer l'effet que ces lectures avaient sur un esprit aussi affûté que le sien? Soudain, l'univers n'était plus cette création divine figée décrite dans la Genèse, mais un système mécanique régi par des lois naturelles. L'homme n'était plus ce être privilégié créé à l'image de Dieu, mais une partie intégrante de la nature, soumise aux mêmes forces que les planètes et les animaux. Mais le jeune Spinoza ne se contentait pas de remettre en question la cosmologie traditionnelle. Il s'attaquait au cœur même de la religion, l'idée d'un Dieu personnel, créateur et juge, qui récompense les bons et punit les méchants. Pour lui, cette vision était non seulement fausse, mais dangereuse. Elle maintenait l'humanité dans la peur et l'ignorance. Alors, que proposait-il à la place? Une vision révolutionnaire qui allait faire trembler tous les fondements de son époque. Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'était la même chose. Il n'y avait pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre, mais une seule et même réalité infinie, éternelle, parfaite. Cette substance unique se manifestait sous 2 attributs que nous connaissions, l'étendue physique et la pensée. Comprenez-vous les implications bouleversantes de cette idée? Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de miracle. Tout obéit aux lois naturelles, y compris ce que nous appelons l'âme humaine. Les prophéties, des intuitions d'hommes particulièrement sensibles, les commandements divins, des règles créées par des sociétés pour maintenir l'ordre social. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il osait affirmer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, écrites à des époques différentes, par des hommes différents, avec leurs préjugés et leurs limitations. Analyser la Bible avec les outils de la critique historique, quelle hérésie pour l'époque! Le jeune philosophe ne gardait pas ses idées révolutionnaires pour lui.
Dans les cafés d'Amsterdam, lors de discussions avec d'autres intellectuels, il exposait sa vision avec une logique implacable. Comment les dirigeants de la communauté juive auraient-ils pu tolérer de tels propos de la part de l'un des leurs? Car il faut comprendre le contexte particulier des Juifs d'Amsterdam. Ils jouissaient d'une liberté exceptionnelle, mais cette liberté restait fragile. Un scandale, une accusation d'hérésie, et ils risquaient de perdre leur statut privilégié. Les autorités chrétiennes hollandaises toléraient la présence juive tant que cette communauté restait discrète et respectait les convenances religieuses. Or, voilà que Spinoza menaçait cet équilibre délicat. Ses idées, si elles se répandaient, pouvaient compromettre la position de toute la communauté. Les anciens tentèrent d'abord la discussion, puis les menaces, enfin les pots de vin. Ils lui proposèrent même une rente annuelle de 1000 florins. Une fortune à l'époque, s'il acceptait de se taire. Mais comment acheter le silence d'un homme pour qui la vérité était plus précieuse que l'or? Spinoza refusa net. Pire encore, il continua à développer ses théories, allant jusqu'à rédiger un traité sur Dieu qui scandalisa ses contemporains. Le 27 juillet 1656, la patience des dirigeants communautaires atteignit ses limites. Dans la grande synagogue d'Amsterdam, devant une assemblée solennelle, ils prononcèrent le hérem le plus sévère de l'histoire juive moderne. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Le texte continue pendant plusieurs paragraphes, interdisant à quiconque de parler à Spinoza, de l'approcher, de lire ses écrits ou même de lui rendre le moindre service. À 23 ans, le jeune homme se retrouvait totalement coupé de sa famille, de ses amis, de sa communauté. Mais savez-vous ce qui est fascinant? Cette excommunication, loin de briser Spinoza, l'a libéré. Débarrassé des contraintes sociales et religieuses, il pouvait enfin développer sa philosophie sans entrave. Il changea son prénom hébraïque Baruch en latin Bénédicte, puis adopta définitivement Baruch quand il se mit à signer ses lettres. Où pouvait-il aller? Que pouvait-il faire pour survivre? Car contrairement à Descartes, qui bénéficiait de revenus familiaux, ou à Leibniz qui jouissait de protection princière, Spinoza devait gagner sa vie avec ses mains. Il se tourna vers un métier qui allait devenir symbolique de sa philosophie, polisseur de lentilles optiques. Quel choix métaphorique parfait! Lui qui voulait polir les concepts pour clarifier la pensée humaine allait littéralement polir des verres pour améliorer la vision physique. Dans son petit atelier de Regensburg, puis plus tard à Voorburg et enfin à La Haye, Spinoza façonnait des lentilles d'une qualité exceptionnelle. Ces instruments optiques étaient si précis qu'ils étaient recherchés par les savants de toute l'Europe, y compris par Huygens et Leeuwenhoek. Mais cette activité artisanale n'était qu'un gagne-pain. Le véritable travail de Spinoza se déroulait dans le secret de son bureau, où il rédigeait l'œuvre qui allait révolutionner la compréhension de l'esprit humain. Comment un homme exclu de sa communauté, obligé de gagner sa vie manuellement, allait-il produire l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de l'histoire? Et surtout, comment allait-il découvrir les mécanismes secrets de notre psyché avec 2 siècles et demi d'avance sur la psychanalyse? L'anatomie secrète de l'esprit humain. Dans la solitude de son cabinet de travail, Spinoza s'attaquait au plus grand mystère de son époque. Comment fonctionne réellement l'esprit humain? Mais attention, il n'abordait pas cette question comme un théologien ou un moraliste traditionnel. Non, Spinoza voulait appliquer à l'âme humaine la même rigueur mathématique qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Imaginez un instant l'audace de cette approche. Pendant que ses contemporains expliquaient les passions humaines par l'influence des démons ou la volonté divine, Spinoza osait affirmer « les émotions suivent des lois aussi précises que celles qui régissent la chute des corps ». Mais comment était-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? Tout avait commencé par une observation troublante. En étudiant ses propres réactions et celles de ses semblables, Spinoza avait remarqué quelque chose d'étonnant. La plupart de nos actions ne sont pas vraiment nôtres. Nous croyons choisir, décider, agir librement.
Mais en réalité, nous sommes constamment poussés par des forces que nous ne comprenons pas. Tenez, pensez à votre dernière colère. Avez-vous vraiment décidé de vous mettre en colère? Ou bien cette émotion s'est-elle imposée à vous, vous submergeant, avant même que vous puissiez la contrôler? Et une fois la colère passée, n'avez-vous pas été surpris par l'intensité de votre réaction, comme si ce n'était pas vraiment vous qui aviez agi? C'est exactement cette observation que Spinoza analysait avec une précision chirurgicale. Pour lui, la plupart du temps, nous ne sommes pas les acteurs de notre vie, mais les spectateurs passifs de mécanismes qui nous dépassent. Il appelait cet état passion, non pas au sens d'émotion intense, mais au sens étymologique. Nous pâtissons, nous subissons. Mais alors, d'où viennent ces forces mystérieuses qui nous gouvernent à notre insu? Spinoza avait identifié le mécanisme fondamental. Chaque être vivant possède ce qu'il appelait un conatus, un effort, une tendance naturelle à persévérer dans son être. Ce n'était pas une décision consciente, mais un dynamisme automatique, aussi naturel que la gravité qui attire les objets vers le sol. Chez l'homme, ce conatus se manifeste sous forme de désirs multiples et souvent contradictoires. Désir de survie, bien sûr, mais aussi désir de reconnaissance, de plaisir, de pouvoir, d'amour. Et voici le point crucial. La plupart de ces désirs opèrent en dessous du seuil de la conscience. Réfléchissez un instant à vos propres motivations. Pourquoi avez-vous choisi votre métier, votre partenaire, vos loisirs? Si vous grattez sous les explications rationnelles que vous vous donnez, ne découvrez-vous pas des pulsions plus profondes, des besoins que vous n'osez pas toujours vous avouer? Spinoza avait compris que notre conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg mental. En dessous, tout un monde d'impulsions, de souvenirs refoulés, d'associations automatiques détermine nos choix sans que nous en sachions rien. Il écrivait « Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et qu'ils ignorent les causes qui les disposent à vouloir et à appéter. » Vous rendez-vous compte de la portée révolutionnaire de cette phrase? 2 siècles et demi avant Freud, Spinoza décrivait déjà l'illusion de la liberté consciente. Il expliquait que nous nous croyons libres uniquement parce que nous ignorons les véritables causes de nos actions. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ce constat démoralisant. Il voulait comprendre précisément comment ces mécanismes inconscients fonctionnent. Et c'est là qu'il fit sa découverte la plus géniale, celle qui anticipait de 3 siècles les travaux de la neuropsychologie moderne. Pour Spinoza, l'esprit humain fonctionne par association d'idées. Une idée en évoque automatiquement d'autres, qui en évoquent d'autres, dans une chaîne infinie de connexions. Mais attention, ces associations ne sont pas rationnelles. Elles suivent des logiques émotionnelles, des ressemblances superficielles, des contiguïtés temporelles. Par exemple, si vous avez vécu une expérience traumatisante dans un lieu particulier, il suffit d'un détail, une odeur, un son, une couleur, pour que toute la charge émotionnelle de ce trauma ressurgisse instantanément. Votre esprit rationnel sait bien que le danger est passé, mais votre système émotionnel réagit comme si la menace était toujours présente. Spinoza appelait ce phénomène « imitation des affects ». Notre esprit imite automatiquement les émotions qu'il a déjà ressenties dès qu'un élément du contexte se répète. C'est pourquoi nous reproduisons souvent les mêmes schémas relationnels, les mêmes erreurs, les mêmes réactions émotionnelles, même quand nous voudrions faire autrement. Mais voici ce qui rendait Spinoza vraiment révolutionnaire. Il ne se contentait pas de décrire ces mécanismes. Il voulait comprendre comment nous pourrions en reprendre le contrôle. Et sa réponse était d'une simplicité géniale. Par la connaissance. Une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte, écrivait-il. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la simple prise de conscience du mécanisme émotionnel suffit à en réduire l'emprise. Quand vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, quand vous identifiez les associations automatiques qui déclenchent vos émotions, ces émotions perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. N'est-ce pas exactement ce que fait la psychothérapie moderne? Le patient explore ses schémas inconscients, identifie les traumas et les conditionnements qui gouvernent ses réactions, et progressivement, cette prise de conscience lui permet de s'en libérer. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il avait découvert que nous pouvons non seulement identifier nos mécanismes émotionnels, mais aussi les transformer délibérément. Comment?
en cultivant consciemment de nouvelles associations d'idées plus positives et plus rationnelles. Il prenait l'exemple de la colère. Quelqu'un vous offense et automatiquement, votre esprit associe cette personne à l'idée d'ennemi, ce qui déclenche des émotions de haine et des désirs de vengeance. Mais si vous comprenez que cette offense vient probablement de la souffrance ou de l'ignorance de cette personne, votre esprit peut associer cette même personne à l'idée de quelqu'un qui a besoin d'aide plutôt que de punition. Et automatiquement, vos émotions changent. Cette technique de recadrage cognitif, les thérapeutes modernes l'utilisent quotidiennement. Mais ils ignorent souvent qu'elle a été formalisée par un polisseur de lentilles hollandais il y a plus de 3 siècles. La carte secrète des émotions humaines. Mais Spinoza ne se contentait pas de théories générales sur le fonctionnement de l'esprit. En véritable scientifique, il voulait dresser une cartographie complète des émotions humaines. Et ce qu'il découvrit va vous stupéfier par sa modernité et sa précision. D'abord, il identifia 3 émotions primaires, à partir desquelles toutes les autres se développent: la joie, la tristesse et le désir. Remarquez comme cette classification est différente de tout ce qu'on enseignait à son époque. Pas de liste morale entre bonnes et mauvaises émotions. Pas de jugement religieux, mais une analyse purement descriptive de ce qui se passe réellement dans notre psyché. La joie, selon Spinoza, c'est l'émotion que nous ressentons quand notre puissance d'agir augmente. Vous venez de réussir un examen difficile? Vous vous sentez joyeux parce que vous avez le sentiment d'être plus capable, plus puissant qu'avant. Vous tombez amoureux? Votre joie vient du fait que cette relation augmente vos possibilités d'épanouissement. La tristesse, à l'inverse, c'est ce que nous éprouvons quand notre puissance d'agir diminue. Un échec professionnel nous attriste parce qu'il nous donne l'impression d'être moins compétents. Une rupture amoureuse nous plonge dans la mélancolie parce qu'elle réduit nos horizons affectifs. Quant au désir, c'est la force même de notre conatus, cette tendance fondamentale à persévérer et à nous développer. Le désir n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est simplement la manifestation de notre vitalité. Mais voici où Spinoza devient génial. Il montre comment ces 3 émotions primaires se combinent pour produire toute la palette des sentiments humains. L'espoir, c'est de la joie mélangée à l'idée d'un bien futur, mais avec une part d'incertitude qui crée de l'anxiété. La peur, c'est de la tristesse associée à l'idée d'un mal à venir. L'amour, c'est de la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, de la tristesse avec l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez la logique implacable de cette analyse? Spinoza décompose chaque émotion complexe en éléments simples, exactement comme un chimiste analyse un composé en identifiant ses atomes constituants. Prenons un exemple concret pour voir la puissance de cette méthode. Vous éprouvez de la jalousie. Comment Spinoza analyserait-il cette émotion? D'abord, il identifierait les composants. Il y a de la tristesse. Votre puissance d'agir diminue face à la menace de perdre l'être aimé. Il y a de la haine, dirigée vers le rival supposé. Il y a du désir de récupérer l'exclusivité de l'amour. Et il y a de la peur de l'abandon. Mais il y a aussi, plus subtilement, de l'amour-propre blessé et un sentiment d'injustice. Une fois cette analyse faite, que se passe-t-il? Eh bien, la jalousie perd une grande partie de son mystère et donc de son emprise. Au lieu d'être submergée par cette émotion incompréhensible et destructrice, vous la voyez pour ce qu'elle est, un mélange complexe mais explicable de réactions plus simples. Et surtout, vous pouvez commencer à agir sur chaque composant séparément. Vous pouvez travailler sur votre peur de l'abandon en renforçant votre confiance en vous. Vous pouvez diminuer votre haine du rival en comprenant qu'il n'est pas responsable de votre souffrance. Vous pouvez transformer votre tristesse en joie en réalisant que l'amour véritable ne peut pas être possédé. N'est-ce pas exactement la démarche de la thérapie cognitivo-comportementale moderne? Décomposer les émotions complexes, identifier les pensées automatiques qui les alimentent et les remplacer par des cognitions plus rationnelles et constructives. Mais Spinoza avait découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire, le caractère contagieux des émotions. Il avait observé que nous imitons automatiquement les affects de nos semblables.
Vous entrez dans une pièce où règne une ambiance joyeuse et sans même vous en rendre compte, votre humeur s'améliore. Vous côtoyez des personnes anxieuses et progressivement, l'anxiété vous gagne aussi. Ce phénomène que les psychologues modernes appellent contagion émotionnelle et qu'ils attribuent aux neurones miroirs, Spinoza l'avait déjà parfaitement décrit au XVIIe siècle. Il expliquait que notre esprit, par nature, tend à reproduire les états qu'il perçoit chez autrui. Imaginez les implications pratiques de cette découverte. Si les émotions sont contagieuses, alors l'environnement humain dans lequel nous évoluons détermine en grande partie notre état psychologique. Vous voulez être plus heureux? Fréquentez des gens joyeux. Vous voulez développer votre confiance en vous? Entourez-vous de personnes qui croient en vos capacités. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ses conseils de bon sens. Il avait identifié un mécanisme encore plus subtil. Nous tendons à aimer ce qui nous ressemble et à détester ce qui nous est différent, non pas par choix conscient, mais par un automatisme psychologique profond. Pourquoi ? Parce que ce qui nous ressemble renforce notre sentiment d'exister, tandis que ce qui nous contredit semble menacer notre identité. C'est pourquoi nous avons naturellement tendance à nous regrouper avec nos semblables et à nous méfier des autres. Cette observation, faite il y a plus de 3 siècles, n'éclaire-t-elle pas d'un jour nouveau nos conflits contemporains? Nos polarisations politiques, nos tensions communautaires, nos guerres idéologiques, tout cela ne serait-il pas l'expression de ce mécanisme psychologique fondamental que Spinoza avait déjà identifié? Mais voici ce qui rend Spinoza vraiment extraordinaire. Il ne se contentait pas de constater ces mécanismes, il cherchait les moyens de les dépasser. Et sa solution était d'une audace révolutionnaire. Pour lui, la seule façon de sortir de ces automatismes émotionnels, c'était de développer ce qu'il appelait la connaissance intuitive. Cette connaissance ne passait pas par le raisonnement logique, mais par une saisie directe et immédiate de la nature profonde des choses. Quand vous comprenez vraiment, pas seulement intellectuellement, mais avec tout votre être, que vous et vos semblables participez de la même réalité fondamentale, que vos différences ne sont que superficielles, que vos conflits naissent de malentendus et d'ignorance. Alors quelque chose de miraculeux se produit. Vos émotions négatives se transforment spontanément en compréhension et en compassion. Cette transformation, Spinoza l'avait expérimentée lui-même. Excommunié, rejeté, parfois menacé, il avait réussi à ne nourrir aucune amertume envers ses persécuteurs. Au contraire, il les plaignait de rester prisonniers de leur peur et de leur superstition. Comment un homme peut-il atteindre une telle sérénité face à l'hostilité ? Comment peut-il transformer la souffrance en sagesse, l'exclusion en liberté intérieure? Et surtout, comment ces découvertes sur les émotions l'ont-elles mené à une révélation encore plus stupéfiante sur la relation entre l'esprit et le corps, l'unité révolutionnaire? Quand Spinoza découvre le secret de la guérison, si vous appréciez ces révélations sur les génies méconnus qui ont façonné notre compréhension de l'esprit humain, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays suivez-vous cette vidéo et à quelle heure la regardez-vous? J'adore découvrir la diversité de notre communauté passionnée d'histoire. Pour ceux qui regardent sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire connaître ces récits fascinants à plus de personnes. C'est gratuit et ça change vraiment tout. Mais revenons à notre génie hollandais. En 1665, alors que Spinoza travaillait dans son atelier de Voorburg, polissant ses lentilles avec une précision d'orfèvre, une question le tourmentait. Si l'esprit et les émotions suivent des lois naturelles, qu'en est-il de leur relation avec le corps physique? Cette interrogation n'était pas anodine. Depuis Descartes, toute l'Europe savante était convaincue que l'âme et le corps étaient 2 substances complètement différentes. L'âme, immatérielle et immortelle, habitait temporairement dans un corps matériel et périssable. Les deux interagissaient mystérieusement par l'intermédiaire de la glande pinéale, située au centre du cerveau. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, avait repéré une faille gigantesque dans ce système. Comment 2 substances de nature totalement différente pouvaient-elles interagir? Comment l'immatériel pouvait-il mouvoir le matériel? Et surtout,
Si l'âme était vraiment séparée du corps, pourquoi les blessures physiques affectaient-elles si profondément notre état mental? L'observation quotidienne contredisait la théorie cartésienne. Vous buvez trop d'alcool, vos pensées deviennent confuses. Vous manquez de sommeil, votre humeur se détériore. Vous tombez malade, votre morale plonge. À l'inverse, vous pratiquez du sport, votre mental se renforce. Vous mangez sainement, votre esprit devient plus clair. Comment expliquer ces corrélations constantes si l'esprit et le corps étaient vraiment séparés? Spinoza eut alors une illumination qui allait révolutionner la compréhension de l'être humain. Et si Descartes s'était complètement trompé? Et si l'esprit et le corps n'étaient pas deux substances distinctes, mais deux aspects différents d'une seule et même réalité? Sa formule devint célèbre. L'esprit est l'idée du corps. Qu'est-ce que cela signifiait? Que ce que nous appelons esprit n'est rien d'autre que la représentation mentale de ce qui se passe dans notre organisme. Nos pensées, nos émotions, nos désirs ne sont que la traduction consciente des processus physiques qui ont lieu dans notre cerveau et notre corps. Imaginez la portée révolutionnaire de cette découverte. Du coup, il n'y avait plus de mystère dans la relation psychosomatique. Si l'esprit est l'idée du corps, alors toute modification corporelle entraîne automatiquement une modification mentale et réciproquement. Vous vous sentez triste, c'est parce que votre corps produit moins de sérotonine et de dopamine. Vous ressentez de l'anxiété. C'est parce que votre système nerveux sympathique s'active et libère du cortisol. Mais attention, Spinoza ne réduisait pas le mental au physique. Il affirmait que les deux aspects sont simultanés et égaux en dignité. Cette vision unifiant esprit et corps permettait d'expliquer des phénomènes que la médecine de l'époque considérait comme magiques. Pourquoi certaines personnes tombaient-elles malades après un choc émotionnel? Pourquoi d'autres guérissaient-elles miraculeusement grâce à la foi ou à l'espoir? Pourquoi l'effet placebo fonctionnait-il si souvent? Pour Spinoza, la réponse était évidente, parce que modifier l'état mental modifie automatiquement l'état physique. Si vous arrivez à transformer vos pensées négatives en pensées positives, votre corps suivra naturellement. Si vous cultivez la joie et la sérénité, votre système immunitaire se renforcera. Si vous développez votre compréhension et votre sagesse, votre santé globale s'améliorera. Mais comment Spinoza avait-il découvert ces liens mystérieux entre mental et physique? Par l'observation minutieuse de son propre fonctionnement. Rappelez-vous, excommunié, isolé, souvent attaqué pour ses idées, Spinoza aurait dû sombrer dans la dépression et la maladie. Or, tous les témoignages de l'époque décrivent un homme d'une santé remarquable, d'une sérénité impressionnante, d'une joie de vivre contagieuse. Comment était-ce possible? Parce que Spinoza avait appris à transformer ses états mentaux. Face aux attaques, au lieu de nourrir de la colère ou de l'amertume, il cultivait la compréhension. Il se disait « Ces gens m'attaquent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils souffrent. Ils ne peuvent pas faire autrement étant donné leur éducation, leurs croyances, leurs limitations. Au lieu de les haïr, je vais les plaindre et essayer de les éclairer. » Cette transformation mentale avait des effets physiques immédiats. Au lieu du stress chronique qui ronge l'organisme, Spinoza ressentait de la compassion qui apaise. Au lieu de l'anxiété qui affaiblit le système immunitaire, il éprouvait de la sérénité qui renforce la vitalité. Mais le génie de Spinoza ne s'arrêtait pas à l'observation personnelle. Il avait compris quelque chose de fondamental sur la nature du cerveau humain, quelque chose que la neurobiologie moderne ne redécouvrira qu'au XXIe siècle, la plasticité neuronale. Sans connaître évidemment les neurones ni les synapses, Spinoza avait intuitivement saisi que notre cerveau peut se reconfigurer. Il affirmait que plus l'esprit conçoit de choses, plus grande est sa puissance d'agir. Autrement dit, plus nous développons notre compréhension, plus notre cerveau devient performant. Cette idée était révolutionnaire pour l'époque. On croyait alors que l'intelligence était fixée à la naissance, que le caractère ne pouvait pas changer, que les habitudes étaient indéracinables. Et Spinoza osait affirmer le contraire. L'être humain peut se transformer radicalement par l'exercice de sa raison et de sa volonté. Il avait même identifié le mécanisme précis de cette transformation. Notre cerveau fonctionne par association automatique. Certaines associations nous rendent malheureux et malades. Associer les autres à des menaces, associer l'échec à l'humiliation, associer le changement au danger.
mais nous pouvons consciemment créer de nouvelles associations plus positives. Comment faire concrètement? Spinoza proposait un entraînement mental quotidien. Chaque fois qu'une émotion négative survenait, il fallait, premièrement, identifier précisément cette émotion et ses causes. Je ressens de la jalousie parce que je vois ma compagne parler avec un autre homme et j'associe automatiquement cela à la menace de la perdre. Deuxièmement, analyser rationnellement la situation. Cette conversation n'implique pas forcément une infidélité. Ma compagne a le droit d'avoir des relations sociales. Ma peur de l'abandon vient de mon insécurité, pas de la réalité présente. Troisièmement, créer consciemment de nouvelles associations. Une compagne qui se sent libre et épanouie dans ses relations sociales sera plus heureuse avec moi. Sa capacité à communiquer avec les autres enrichit notre couple plutôt qu'elle ne le menace. Ce processus, répété régulièrement, finit par recabler littéralement le cerveau. Les anciennes associations automatiques s'affaiblissent, tandis que les nouvelles se renforcent. Progressivement, les mêmes situations qui déclenchaient auparavant de la souffrance commencent à générer de la joie, ou au moins de la sérénité. N'est-ce pas exactement ce que font les thérapies cognitivo-comportementales modernes? Identifier les pensées automatiques dysfonctionnelles, les remettre en question rationnellement et les remplacer par des cognitions plus adaptées? Mais Spinoza allait encore plus loin. Il avait découvert que cette transformation mentale avait des effets physiques mesurables. Plus nous développons notre compréhension et notre sagesse, plus notre corps devient énergique, résistant, harmonieux. Il décrivait des individus qu'il avait rencontrés, capables de guérir de maladies considérées comme incurables uniquement par la transformation de leur état mental. Des personnes qui avaient surmonté des dépressions sévères en changeant leur façon de penser. D'autres qui avaient retrouvé la santé en cultivant la joie et l'amour au lieu de la colère et du ressentiment. Ces observations, qui pouvaient paraître fantaisistes à l'époque, sont aujourd'hui confirmées par des milliers d'études scientifiques. Nous savons désormais que les émotions positives renforcent le système immunitaire, que la méditation modifie la structure du cerveau, que la psychothérapie peut guérir certaines maladies physiques. Mais comment Spinoza avait-il pu anticiper ces découvertes de 3 siècles? Grâce à une méthode d'investigation révolutionnaire qu'il avait développée, l'introspection scientifique. Au lieu de se contenter de spéculer sur la nature humaine, Spinoza s'observait lui-même avec la rigueur d'un scientifique. Il notait ses émotions, analysait ses réactions, expérimentait différentes façons de penser et de réagir, puis mesurait les effets sur son bien-être physique et mental. Cette approche empirique et systématique de la connaissance de soi était complètement inédite. Les philosophes de l'époque raisonnaient de façon purement abstraite. Spinoza, lui, testait ses théories sur le terrain de sa propre expérience, et les résultats étaient spectaculaires. Malgré les persécutions, l'isolement social, les difficultés financières, Spinoza rayonnait littéralement de santé et de sérénité. Ses visiteurs étaient frappés par sa vitalité, sa bonne humeur, son énergie intellectuelle inépuisable. Le secret de cette réussite, il avait appris à voir son corps et son esprit comme un système unique qu'il pouvait consciemment harmoniser et optimiser. Au lieu de subir passivement ses états internes, il était devenu le chef d'orchestre de sa propre symphonie psychosomatique. Cette maîtrise de l'unité corps-esprit lui permettait des performances intellectuelles extraordinaires. Imaginez, tout en travaillant manuellement 10 heures par jour pour gagner sa vie, Spinoza rédigeait des œuvres philosophiques d'une profondeur et d'une complexité époustouflantes. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, fut écrit entièrement à ses moments perdus, le soir après le travail, les dimanches et jours de fête. Pourtant, ce livre de 600 pages dense révolutionne littéralement la compréhension de l'être humain avec une précision et une rigueur mathématique. Comment un tel exploit était-il possible? Parce que Spinoza avait optimisé son fonctionnement psychophysique. En cultivant la sérénité, il libérait toute son énergie mentale pour la création. En maintenant son corps en parfaite santé par la sagesse, il disposait d'une vitalité inépuisable. En harmonisant pensées et émotions, il accédait à des niveaux de lucidité et d'inspiration extraordinaires. Mais cette maîtrise de l'unité corps-esprit n'était que la première étape de sa révolution personnelle.
car Spinoza avait découvert quelque chose d'encore plus stupéfiant, comment transcender complètement les limitations de l'ego individuel pour accéder à ce qu'il appelait la béatitude éternelle. Et c'est cette ultime découverte qui allait faire de lui l'un des hommes les plus libres et les plus heureux de l'histoire humaine. L'héritage interdit. Ou comment? L'Europe a tenté d'effacer le plus grand génie de l'histoire. Dans la petite maison de La Haye, où Spinoza a vécu ses dernières années, une scène dramatique se déroule. Le philosophe, âgé seulement de 44 ans, vient de rendre son dernier souffle, emporté par la tuberculose qu'il a contractée en respirant la poussière de verre de son atelier. Ses amis les plus proches se rassemblent autour de son lit de mort, mais ils ne sont pas là pour pleurer. Ils sont là pour accomplir une mission secrète qui va déterminer le destin intellectuel de l'Europe. Car que faire des manuscrits de Spinoza? Ces textes révolutionnaires qui remettent en question tous les fondements de la civilisation chrétienne. Ces analyses de l'esprit humain qui anticipent de 3 siècles les découvertes de la psychologie moderne. Ces méthodes de libération personnelle qui pourraient transformer radicalement la condition humaine. Les autorités religieuses et politiques ont déjà clairement fait savoir leur position. Ces écrits sont dangereux. Ils sapent l'autorité de l'Église, questionnent l'existence d'un Dieu personnel, expliquent les mécanismes de la manipulation mentale utilisée par les pouvoirs. Si ces idées se répandent, c'est tout l'ordre social de l'ancien régime qui risque de s'effondrer. Mais les amis de Spinoza, Lodewijk Meyer, Georg Schuller, Yari Gjelis, savent qu'ils détiennent entre leurs mains l'œuvre d'un génie. Ils prennent alors une décision qui va changer le cours de l'histoire intellectuelle. Ils vont publier les manuscrits, mais dans le secret le plus absolu. Quelques mois plus tard, un livre mystérieux apparaît dans les librairies européennes. Pas de nom d'auteur, pas de nom d'éditeur, juste les initiales BDS et une fausse adresse d'impression. Le titre ? Opera Postuma, les œuvres posthumes. À l'intérieur, l'éthique complète de Spinoza, son traité politique inachevé, sa correspondance révélatrice. L'effet est immédiat et terrifiant pour les autorités. En quelques semaines, le livre se répand dans toute l'Europe cultivée. Les intellectuels se l'arrachent, le recopient à la main, se le transmettent en secret, car ils comprennent instantanément qu'ils tiennent entre leurs mains une révolution de la pensée. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses pour les pouvoirs établis? Qu'avait donc découvert Spinoza de si subversif? D'abord, il avait démontré que la plupart des croyances religieuses étaient des constructions humaines destinées à contrôler les masses. Les miracles, des phénomènes naturels mal compris. Les prophéties, des intuitions d'hommes particulièrement sensibles, les commandements divins, des règles inventées par des sociétés pour maintenir l'ordre social. Pire encore, Spinoza expliquait précisément comment les religions exploitent la peur et l'ignorance pour maintenir leur emprise. Il décrivait les mécanismes psychologiques par lesquels les autorités spirituelles créent la dépendance mentale de leurs fidèles. Les hommes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent vivre sans quelque religion, écrivait-il. Et quand leur raison leur fait défaut, ils inventent des superstitions qui les rassurent sur leurs angoisses existentielles. Cette analyse d'une modernité saisissante anticipait de 3 siècles les travaux de sociologie des religions. Spinoza avait compris que la foi n'était souvent qu'une forme déguisée de soumission à l'autorité, mais il ne se contentait pas de critiquer les religions existantes. Il proposait une alternative révolutionnaire, la spiritualité rationnelle. Pour lui, nous pouvions vivre une véritable expérience du sacré sans passer par les dogmes, les prêtres, les rituels. Comment? En développant ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression mystérieuse désignait l'émotion extraordinaire que nous ressentons quand nous comprenons vraiment les lois qui gouvernent l'univers. Quand nous saisissons la beauté mathématique du cosmos, l'harmonie parfaite de la nature, l'unité profonde de toute existence, cette expérience spirituelle était accessible à tous, sans intermédiaire religieux. Il suffisait de développer sa raison, d'étudier les sciences,
d'observer attentivement la nature et soi-même. Progressivement, une forme de béatitude naturelle s'installait, plus profonde et plus durable que toutes les extases mystiques. Imaginez l'effet de telles idées sur l'Europe du XVIIe siècle. Si les gens n'avaient plus besoin de prêtres pour accéder au divin, s'ils pouvaient développer leur propre spiritualité rationnelle, que devenait le pouvoir de l'Église? Mais les découvertes politiques de Spinoza étaient encore plus subversives. Dans son traité théologico-politique, il démontrait que les gouvernements utilisent les mêmes mécanismes de manipulation mentale que les religions. Les dirigeants politiques, expliquait-il, maintiennent leur pouvoir en cultivant la peur de leurs sujets. Peur des ennemis extérieurs, peur du chaos social, peur de la liberté. Plus les gens ont peur, plus ils sont prêts à abandonner leur autonomie en échange d'une protection illusoire. Le but de l'État n'est pas de faire des hommes des bêtes ou des automates, mais de faire en sorte qu'ils développent en sécurité leur corps et leur esprit, qu'ils usent librement de leur raison et qu'ils ne luttent point par la haine, la colère ou la ruse. Cette vision de la politique comme service du développement humain était révolutionnaire. À une époque où les rois régnaient par droit divin et où les sujets devaient obéissance aveugle, Spinoza osait affirmer que le pouvoir politique n'avait de légitimité que s'il favorisait l'épanouissement de tous. Pire encore, il expliquait comment les citoyens pouvaient se libérer de la manipulation politique, en développant leur esprit critique, en s'informant rationnellement, en refusant de céder aux émotions de peur et de haine que cultivent les démagogues. Ces idées, qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, étaient explosives au XVIIe siècle. Elles annonçaient déjà les révolutions démocratiques qui allaient secouer l'Europe un siècle plus tard. Mais comment les autorités réagirent-elles face à cette bombe intellectuelle? Avec une violence inouïe. L'Église catholique mit immédiatement les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les protestants firent de même. Les gouvernements européens censurèrent sa diffusion. En France, Bossuet tenait en chaire contre l'athée de système le plus dangereux qui ait jamais existé. En Allemagne, les universités interdisaient d'enseigner ces théories. En Angleterre, on brûlait publiquement ses livres. Mais pourquoi une telle peur? Parce que les idées de Spinoza fonctionnaient. Partout où elles se répandaient, les gens commençaient effectivement à penser par eux-mêmes, à remettre en question les autorités traditionnelles, à développer leur autonomie intellectuelle et émotionnelle. Cette efficacité pratique des méthodes spinozistes terrifiait les élites, car Spinoza n'était pas seulement un philosophe abstrait. Il avait créé de véritables techniques de libération mentale. Ses exercices de transformation des émotions négatives fonctionnaient. Ses méthodes de développement de la sérénité étaient opérantes. Sa spiritualité rationnelle apportait une paix profonde et durable. Résultat, ses lecteurs devenaient moins manipulables, plus autonomes, plus créatifs, plus heureux. Ils échappaient progressivement au contrôle des institutions traditionnelles. C'est pourquoi la répression fut si systématique. Pendant plus de 150 ans, mentionner le nom de Spinoza dans une université européenne était un délit. Posséder ses œuvres pouvait valoir l'emprisonnement. Les enseigner menait directement au bûcher. Cette censure fut si efficace que Spinoza disparut presque complètement de la culture européenne. Seuls quelques initiés continuaient à transmettre clandestinement ses idées de maître à disciple dans le plus grand secret. Mais les idées révolutionnaires ne peuvent pas être éternellement étouffées. Au milieu du XVIIIe siècle, de grands esprits commencèrent à redécouvrir Spinoza. Goethe fut bouleversé par sa lecture. « Spinoza a eu sur moi un effet apaisant et purificateur », écrivait-il. Lessing affirma « Il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza ». Et soudain, tout s'accéléra. Les Lumières redécouvraient le génie censuré. Diderot, d'Holbach, Voltaire lui-même reconnaissaient sa grandeur. Ses idées sur la liberté de penser inspirèrent les révolutionnaires américains et français. Sa vision de la démocratie alimenta les mouvements d'émancipation populaire. Mais le plus extraordinaire restait à venir. Au XIXe siècle, les plus grands génies de l'époque se prosternèrent littéralement devant Spinoza. Hegel le proclama le père de la philosophie moderne. Schopenhauer le considérait comme le plus grand penseur de tous les temps. Nietzsche le vénérait comme son maître spirituel. Et Einstein avait un portrait de Spinoza dans son bureau. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait invariablement «
Je crois au Dieu de Spinoza. Sa théorie de la relativité, sa vision unifiée de l'univers, sa spiritualité scientifique, tout cela plongeait ses racines dans les intuitions géniales du polisseur de lentilles hollandais. Mais voici le plus fascinant. Quand Freud inventa la psychanalyse à la fin du XIXe siècle, il ignorait totalement l'existence de Spinoza. La censure avait été si complète que les œuvres du philosophe hollandais n'étaient toujours pas enseignées dans les universités de médecine. Ce n'est qu'après avoir développé ses théories sur l'inconscient que Freud découvrit les textes spinozistes. Et sa stupéfaction fut totale. Tout ce qu'il pensait avoir inventé, les mécanismes inconscients, la transformation thérapeutique par la prise de conscience, l'unité psychosomatique avaient déjà été parfaitement décrits 2 siècles plus tôt. Jung eut la même révélation. Ces concepts d'individuation, d'inconscient collectif, de synchronicité, tout cela se trouvait déjà, sous d'autres noms, dans les œuvres de Spinoza. Cette découverte tardive explique pourquoi la psychologie moderne a mis si longtemps à se développer. Si les idées de Spinoza n'avaient pas été censurées, si elles avaient pu se transmettre librement, l'humanité aurait-elle développé une science de l'esprit 3 siècles plus tôt? Et aujourd'hui, la révolution scientifique donne enfin raison à Spinoza. Les neurosciences confirment ses intuitions sur la plasticité cérébrale. La psychologie positive valide ses méthodes de développement du bonheur. La physique quantique retrouve sa vision unifiée de l'univers. La médecine psychosomatique démontre l'unité corps-esprit qu'il avait proclamée. Mais surtout, ces techniques de libération mentale se révèlent d'une efficacité extraordinaire pour les défis de notre époque. Stress, dépression, anxiété, addiction, tous ces fléaux modernes peuvent être surmontés par l'application des méthodes spinozistes. Car Spinoza n'avait pas seulement théorisé sur la nature humaine, il avait créé un véritable manuel pratique de transformation personnelle. Ses exercices de rééducation émotionnelle, ses techniques de développement de la sérénité, ses méthodes d'accès à la joie durable. Tout cela fonctionne aussi bien au XXIe siècle qu'au XVIIe. Et c'est peut-être là son héritage le plus précieux. La démonstration que nous ne sommes pas condamnés à subir nos émotions, nos conditionnements, nos limitations mentales. Nous avons le pouvoir de nous transformer radicalement, de devenir les architectes conscients de notre bonheur et de notre liberté. La révélation finale. Pourquoi Spinoza est le plus grand psychologue de l'histoire? Alors, qu'avons-nous découvert ensemble dans ce voyage extraordinaire à travers la vie et l'œuvre du génie le plus censuré de l'histoire? Nous avons vu un jeune homme de 23 ans préférer l'excommunication et l'exil plutôt que de renoncer à sa quête de vérité. Nous avons suivi un polisseur de lentilles qui, dans la solitude de son atelier, a percé les secrets les plus profonds de l'esprit humain. Nous avons découvert un philosophe révolutionnaire qui a anticipé de 3 siècles les plus grandes découvertes de la psychologie moderne. Mais surtout, nous avons rencontré un être humain exceptionnel qui a réussi l'exploit le plus difficile qui soit, transformer sa propre souffrance en sagesse universelle. Car n'oublions jamais d'où part Spinoza, un jeune homme brisé par l'exclusion, rejeté par sa famille, sa communauté, condamné à la solitude et à la précarité. Tout le prédisposait à devenir amer, aigri, rancunier. Au lieu de cela, il devint l'homme le plus libre et le plus heureux de son époque. Comment une telle métamorphose fut-elle possible? Grâce à la découverte la plus importante de l'histoire de la psychologie, nous pouvons consciemment reprogrammer notre esprit. Cette révélation, Spinoza ne l'a pas trouvée dans les livres, mais en expérimentant sur lui-même. Jour après jour, année après année, il a observé ses réactions, analysé ses émotions, testé différentes façons de penser et de réagir. Progressivement, il a mis au point une véritable science de la transformation personnelle, et les résultats ont été spectaculaires. Tous les témoignages de l'époque décrivent un Spinoza rayonnant de santé, de sérénité, de joie de vivre. Un homme qui avait transformé l'exclusion en liberté, la solitude en plénitude, la persécution en compassion. Cette réussite personnelle donne à son œuvre une crédibilité unique. Quand Spinoza explique comment surmonter les émotions négatives, il sait de quoi il parle. Quand il décrit les mécanismes de la libération mentale, il les a expérimentés.
Quand il promet que nous pouvons atteindre une sérénité durable, il en est la preuve vivante. C'est pourquoi ces méthodes fonctionnent si bien encore aujourd'hui. Elles ne sont pas le fruit de spéculations abstraites, mais d'une recherche expérimentale minutieuse sur le fonctionnement réel de l'esprit humain. Et quelle est la clé de voûte de tout son système? Une idée d'une simplicité révolutionnaire. Nous souffrons principalement parce que nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Nos colères, nos peurs, nos tristesses, nos frustrations, tout cela naît de notre ignorance sur le fonctionnement de notre propre psyché. Nous sommes manipulés par des mécanismes inconscients que nous n'avons jamais pris la peine d'identifier. Nous réagissons automatiquement selon des conditionnements que nous n'avons jamais questionnés. Mais dès que nous commençons à éclairer ces zones d'ombre, dès que nous comprenons pourquoi nous réagissons comme nous le faisons, quelque chose de miraculeux se produit. Nos émotions négatives perdent leur emprise. La simple prise de conscience suffit à nous en libérer progressivement. Cette découverte révolue est d'une complexité époustouflante. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, fut écrit entièrement à ces moments perdus, le soir après le travail, les dimanches et jours de fête. Pourtant, ce livre de 600 pages dense révolutionne littéralement la compréhension de l'être humain avec une précision et une rigueur mathématique. Comment un tel exploit était-il possible? Parce que Spinoza avait optimisé son fonctionnement psychophysique. En cultivant la sérénité, il libérait toute son énergie mentale pour la création. En maintenant son corps en parfaite santé par la sagesse, il disposait d'une vitalité inépuisable. En harmonisant pensées et émotions, il accédait à des niveaux de lucidité et d'inspiration extraordinaires. Mais cette maîtrise de l'unité corps-esprit n'était que la première étape de sa révolution personnelle. Car Spinoza avait découvert quelque chose d'encore plus stupéfiant, comment transcender complètement les limitations de l'ego individuel pour accéder à ce qu'il appelait la béatitude éternelle. Et c'est cette ultime découverte qui allait faire de lui l'un des hommes les plus libres et les plus heureux de l'histoire humaine. L'héritage interdit. Ou comment? L'Europe a tenté d'effacer le plus grand génie de l'histoire. Dans la petite maison de La Haye, où Spinoza a vécu ses dernières années, une scène dramatique se déroule. Le philosophe, âgé seulement de 44 ans, vient de rendre son dernier souffle, emporté par la tuberculose qu'il a contractée en respirant la poussière de verre de son atelier. Ses amis les plus proches se rassemblent autour de son lit de mort, mais ils ne sont pas là pour pleurer. Ils sont là pour accomplir une mission secrète qui va déterminer le destin intellectuel de l'Europe. Car que faire des manuscrits de Spinoza? Ces textes révolutionnaires qui remettent en question tous les fondements de la civilisation chrétienne. Ces analyses de l'esprit humain qui anticipent de 3 siècles les découvertes de la psychologie moderne. Ces méthodes de libération personnelle qui pourraient transformer radicalement la condition humaine. Les autorités religieuses et politiques ont déjà clairement fait savoir leur position. Ces écrits sont dangereux. Ils sapent l'autorité de l'Église, questionnent l'existence d'un Dieu personnel, expliquent les mécanismes de la manipulation mentale utilisée par les pouvoirs. Si ces idées se répandent, c'est tout l'ordre social de l'ancien régime qui risque de s'effondrer. Mais les amis de Spinoza, Lodewijk Meyer, Georg Schuller, Yari Gjelis, savent qu'ils détiennent entre leurs mains l'œuvre d'un génie. Ils prennent alors une décision qui va changer le cours de l'histoire intellectuelle. Ils vont publier les manuscrits, mais dans le secret le plus absolu. Quelques mois plus tard, un livre mystérieux apparaît dans les librairies européennes. Pas de nom d'auteur, pas de nom d'éditeur, juste les initiales BDS et une fausse adresse d'impression. Le titre ? Opera Postuma, les œuvres posthumes. À l'intérieur, l'éthique complète de Spinoza, son traité politique inachevé, sa correspondance révélatrice. L'effet est immédiat et terrifiant pour les autorités. En quelques semaines, le livre se répand dans toute l'Europe cultivée. Les intellectuels se l'arrachent, le recopient à la main, se le transmettent en secret, car ils comprennent instantanément qu'ils tiennent entre leurs mains une révolution de la pensée. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses pour les pouvoirs établis? Qu'avait donc découvert Spinoza de si subversif? D'abord, il avait démontré que la plupart des croyances religieuses étaient des constructions humaines destinées à contrôler les masses. Les miracles, des phénomènes naturels mal compris.
Les prophéties, des intuitions d'hommes particulièrement sensibles, les commandements divins, des règles inventées par des sociétés pour maintenir l'ordre social. Pire encore, Spinoza expliquait précisément comment les religions exploitent la peur et l'ignorance pour maintenir leur emprise. Il décrivait les mécanismes psychologiques par lesquels les autorités spirituelles créent la dépendance mentale de leurs fidèles. Les hommes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent vivre sans quelque religion, écrivait-il. Et quand leur raison leur fait défaut, ils inventent des superstitions qui les rassurent sur leurs angoisses existentielles. Cette analyse d'une modernité saisissante anticipait de 3 siècles les travaux de sociologie des religions. Spinoza avait compris que la foi n'était souvent qu'une forme déguisée de soumission à l'autorité, mais il ne se contentait pas de critiquer les religions existantes. Il proposait une alternative révolutionnaire, la spiritualité rationnelle. Pour lui, nous pouvions vivre une véritable expérience du sacré sans passer par les dogmes, les prêtres, les rituels. Comment ? En développant ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression mystérieuse désignait l'émotion extraordinaire que nous ressentons quand nous comprenons vraiment les lois qui gouvernent l'univers. Quand nous saisissons la beauté mathématique du cosmos, l'harmonie parfaite de la nature, l'unité profonde de toute existence, cette expérience spirituelle était accessible à tous, sans intermédiaire religieux. Il suffisait de développer sa raison, d'étudier les sciences, d'observer attentivement la nature et soi-même. Progressivement, une forme de béatitude naturelle s'installait, plus profonde et plus durable que toutes les extases mystiques. Imaginez l'effet de telles idées sur l'Europe du XVIIe siècle. Si les gens n'avaient plus besoin de prêtres pour accéder au divin, s'ils pouvaient développer leur propre spiritualité rationnelle, que devenait le pouvoir de l'Église? Mais les découvertes politiques de Spinoza étaient encore plus subversives. Dans son traité théologico-politique, il démontrait que les gouvernements utilisent les mêmes mécanismes de manipulation mentale que les religions. Les dirigeants politiques, expliquait-il, maintiennent leur pouvoir en cultivant la peur de leurs sujets. Peur des ennemis extérieurs, peur du chaos social, peur de la liberté. Plus les gens ont peur, plus ils sont prêts à abandonner leur autonomie en échange d'une protection illusoire. Le but de l'État n'est pas de faire des hommes des bêtes ou des automates, mais de faire en sorte qu'ils développent en sécurité leur corps et leur esprit, qu'ils usent librement de leur raison et qu'ils ne luttent point par la haine, la colère ou la ruse. Cette vision de la politique comme service du développement humain était révolutionnaire. À une époque où les rois régnaient par droit divin et où les sujets devaient obéissance aveugle, Spinoza osait affirmer que le pouvoir politique n'avait de légitimité que s'il favorisait l'épanouissement de tous. Pire encore, il expliquait comment les citoyens pouvaient se libérer de la manipulation politique, en développant leur esprit critique, en s'informant rationnellement, en refusant de céder aux émotions de peur et de haine que cultivent les démagogues. Ces idées, qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, étaient explosives au XVIIe siècle. Elles annonçaient déjà les révolutions démocratiques qui allaient secouer l'Europe un siècle plus tard. Mais comment les autorités réagirent-elles face à cette bombe intellectuelle? Avec une violence inouïe. L'Église catholique mit immédiatement les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les protestants firent de même. Les gouvernements européens censurèrent sa diffusion. En France, Bossuet tenait en chaire contre l'athée de système le plus dangereux qui ait jamais existé. En Allemagne, les universités interdisaient d'enseigner ces théories. En Angleterre, on brûlait publiquement ses livres. Mais pourquoi une telle peur? Parce que les idées de Spinoza fonctionnaient. Partout où elles se répandaient, les gens commençaient effectivement à penser par eux-mêmes, à remettre en question les autorités traditionnelles, à développer leur autonomie intellectuelle et émotionnelle. Cette efficacité pratique des méthodes spinozistes terrifiait les élites, car Spinoza n'était pas seulement un philosophe abstrait. Il avait créé de véritables techniques de libération mentale. Ces exercices de transformation des émotions négatives fonctionnaient. Ces méthodes de développement de la sérénité étaient opérantes. Sa spiritualité rationnelle apportait une paix profonde et durable. Résultat, ses lecteurs devenaient moins manipulables, plus autonomes, plus créatifs, plus heureux. Ils échappaient progressivement au contrôle des institutions traditionnelles. C'est pourquoi la répression fut si systématique.
Pendant plus de 150 ans, mentionner le nom de Spinoza dans une université européenne était un délit. Posséder ses œuvres pouvait valoir l'emprisonnement. Les enseigner menait directement au bûcher. Cette censure fut si efficace que Spinoza disparut presque complètement de la culture européenne. Seuls quelques initiés continuaient à transmettre clandestinement ses idées de maître à disciple dans le plus grand secret. Mais les idées révolutionnaires ne peuvent pas être éternellement étouffées. Au milieu du XVIIIe siècle, de grands esprits commencèrent à redécouvrir Spinoza. Goethe fut bouleversé par sa lecture. « Spinoza a eu sur moi un effet apaisant et purificateur », écrivait-il. Lessing affirma « Il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza ». Et soudain, tout s'accéléra. Les Lumières redécouvraient le génie censuré. Diderot, d'Holbach, Voltaire lui-même reconnaissaient sa grandeur. Ses idées sur la liberté de penser inspirèrent les révolutionnaires américains et français. Sa vision de la démocratie alimenta les mouvements d'émancipation populaire. Mais le plus extraordinaire restait à venir. Au XIXe siècle, les plus grands génies de l'époque se prosternèrent littéralement devant Spinoza. Hegel le proclama le père de la philosophie moderne. Schopenhauer le considérait comme le plus grand penseur de tous les temps. Nietzsche le vénérait comme son maître spirituel. Et Einstein avait un portrait de Spinoza dans son bureau. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza ». Sa théorie de la relativité, sa vision unifiée de l'univers, sa spiritualité scientifique, tout cela plongeait ses racines dans les intuitions géniales du polisseur de lentilles hollandais. Mais voici le plus fascinant. Quand Freud inventa la psychanalyse à la fin du XIXe siècle, il ignorait totalement l'existence de Spinoza. La censure avait été si complète que les œuvres du philosophe hollandais n'étaient toujours pas enseignées dans les universités de médecine. Ce n'est qu'après avoir développé ses théories sur l'inconscient que Freud découvrit les textes spinozistes. Et sa stupéfaction fut totale. Tout ce qu'il pensait avoir inventé, les mécanismes inconscients, la transformation thérapeutique par la prise de conscience, l'unité psychosomatique, avaient déjà été parfaitement décrits 2 siècles plus tôt. Jung eut la même révélation. Ces concepts d'individuation, d'inconscient collectif, de synchronicité, tout cela se trouvait déjà, sous d'autres noms, dans les œuvres de Spinoza. Cette découverte tardive explique pourquoi la psychologie moderne a mis si longtemps à se développer. Si les idées de Spinoza n'avaient pas été censurées, si elles avaient pu se transmettre librement, l'humanité aurait-elle développé une science de l'esprit 3 siècles plus tôt? Et aujourd'hui, la révolution scientifique donne enfin raison à Spinoza. Les neurosciences confirment ses intuitions sur la plasticité cérébrale. La psychologie positive valide ses méthodes de développement du bonheur. La physique quantique retrouve sa vision unifiée de l'univers. La médecine psychosomatique démontre l'unité corps-esprit qu'il avait proclamée. Mais surtout, ces techniques de libération mentale se révèlent d'une efficacité extraordinaire pour les défis de notre époque. Stress, dépression, anxiété, addiction, tous ces fléaux modernes peuvent être surmontés par l'application des méthodes spinozistes. Car Spinoza n'avait pas seulement théorisé sur la nature humaine, il avait créé un véritable manuel pratique de transformation personnelle. Ses exercices de rééducation émotionnelle, ses techniques de développement de la sérénité, ses méthodes d'accès à la joie durable. Tout cela fonctionne aussi bien au XXIe siècle qu'au XVIIe. Et c'est peut-être là son héritage le plus précieux. La démonstration que nous ne sommes pas condamnés à subir nos émotions, nos conditionnements, nos limitations mentales. Nous avons le pouvoir de nous transformer radicalement, de devenir les architectes conscients de notre bonheur et de notre liberté. La révélation finale. Pourquoi Spinoza est le plus grand psychologue de l'histoire? Alors, qu'avons-nous découvert ensemble dans ce voyage extraordinaire à travers la vie et l'œuvre du génie le plus censuré de l'histoire? Nous avons vu un jeune homme de 23 ans préférer l'excommunication et l'exil plutôt que de renoncer à sa quête de vérité. Nous avons suivi un polisseur de lentilles qui, dans la solitude de son atelier, a percé les secrets les plus profonds de l'esprit humain.
Nous avons découvert un philosophe révolutionnaire qui a anticipé de 3 siècles les plus grandes découvertes de la psychologie moderne. Mais surtout, nous avons rencontré un être humain exceptionnel qui a réussi l'exploit le plus difficile qui soit: transformer sa propre souffrance en sagesse universelle. Car n'oublions jamais d'où part Spinoza, un jeune homme brisé par l'exclusion, rejeté par sa famille, sa communauté, condamné à la solitude et à la précarité. Tout le prédisposait à devenir amer, aigri, rancunier. Au lieu de cela, il devint l'homme le plus libre et le plus heureux de son époque. Comment une telle métamorphose fut-elle possible? Grâce à la découverte la plus importante de l'histoire de la psychologie, nous pouvons consciemment reprogrammer notre esprit. Cette révélation, Spinoza ne l'a pas trouvée dans les livres, mais en expérimentant sur lui-même. Jour après jour, année après année, il a observé ses réactions, analysé ses émotions, testé différentes façons de penser et de réagir. Progressivement, il a mis au point une véritable science de la transformation personnelle, et les résultats ont été spectaculaires. Tous les témoignages de l'époque décrivent un Spinoza rayonnant de santé, de sérénité, de joie de vivre. Un homme qui avait transformé l'exclusion en liberté, la solitude en plénitude, la persécution en compassion. Cette réussite personnelle donne à son œuvre une crédibilité unique. Quand Spinoza explique comment surmonter les émotions négatives, il sait de quoi il parle. Quand il décrit les mécanismes de la libération mentale, il les a expérimentés. Quand il promet que nous pouvons atteindre une sérénité durable, il en est la preuve vivante. C'est pourquoi ces méthodes fonctionnent si bien encore aujourd'hui. Elles ne sont pas le fruit de spéculations abstraites, mais d'une recherche expérimentale minutieuse sur le fonctionnement réel de l'esprit humain. Et quelle est la clé de voûte de tout son système? Une idée d'une simplicité révolutionnaire. Nous souffrons principalement parce que nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Nos colères, nos peurs, nos tristesses, nos frustrations, tout cela naît de notre ignorance sur le fonctionnement de notre propre psyché. Nous sommes manipulés par des mécanismes inconscients que nous n'avons jamais pris la peine d'identifier. Nous réagissons automatiquement selon des conditionnements que nous n'avons jamais questionnés. Mais dès que nous commençons à éclairer ces zones d'ombre, dès que nous comprenons pourquoi nous réagissons comme nous le faisons, quelque chose de miraculeux se produit. Nos émotions négatives perdent leur emprise. La simple prise de conscience suffit à nous en libérer progressivement. Cette découverte révolue